Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, notre invité, c'est l'ancien député de Cap-Haïtien, Queston Jean-Baptiste, orateur, communicateur, comme nous l'avons annoncé à l'édition de nouvelles de ce matin. Queston Jean-Baptiste est aussi leader au sein de la communauté haïtienne vivant aux États-Unis. Donc avec lui, nous parlerons de la crise multiforme que connaît le pays aujourd'hui. Homme politique de son État, certainement, il nous donnera son avis. Il partagera avec nous, sa compréhension de la crise, mais aussi et surtout, nous verrons avec lui la vie aux États-Unis, c'est-à-dire comment vivent nos compatriotes là-bas et comment est-ce qu'ils comprennent ce qui se fait chez eux, donc en Haïti, ce qui se passe dans leur cœur, parce que le pays, quand on le laisse, on le porte dans son cœur. Oui, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Et monsieur Jean-Baptiste, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole, un plaisir de vous accueillir. Amis des ondes, amis téléspectateurs et du web, salutations cordiales à vous tous. C'est Queston Jean-Baptiste, comme l'a si bien dit Jean-Jules Auguste, l'ancien député de Cap-Haïtien. Je salue le staff de Radio Métropole et particulièrement toi, Jean-Jules Auguste, qui me fait le plaisir d'être présent sur cette plateforme. Merci donc, je suis là pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Maintenant, on aimerait voir cela avec vous, monsieur Jean-Baptiste. Donc, vous avez été député au cours de la 49e législature. Donc, après l'expérience, vous êtes rendu aux États-Unis. Donc, comment va la vie là-bas pour un homme qui a vécu dans son pays une vie politique remplie, si vous voulez, et qui aujourd'hui regarde la situation à distance, je le dis comme ça? Bon, je dois avouer au premier abord que mon arrivée aux États-Unis n'a pas été pour moi quelque chose de facile à gérer, compte tenu du fait que l'on a vécu pendant longtemps en Haïti et pas un seul instant on s'était déplacé. Et maintenant que l'on vit aux États-Unis et qu'on regarde la situation qui prévaut en Haïti, ça fait l'objet d'une très grande préoccupation, mais aussi ça angoisse. Évidemment, je ne vis pas l'angoisse comme vous la vivez vous-même en Haïti, parce que vous êtes exposé directement à l'état de la situation. Mais c'est angoissant pour moi aussi parce que j'ai des amis, j'ai une famille qui vit en Haïti, mais les citoyens, les Haïtiens aussi, ils sont exposés. Par conséquent, cela ne saurait ne pas me préoccuper pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai été député, un homme engagé. C'est vrai, je n'ai plus un mandat, mais en ma qualité de citoyen engagé, c'est donc pour moi une très grande préoccupation. Maintenant, M. Jean-Baptiste, j'aimerais voir cela avec vous. Vous savez, rien n'arrive à travers le monde dans la vie par hasard, si vous le voulez comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'a pas été fait? Donc, vous-même, dans vos expériences d'homme politique, vous avez côtoyé vos pairs, donc qu'il s'agisse de vos collaborateurs, collègues députés, mais d'autres hommes politiques qui étaient sur l'échiquier, il y en a qui s'y trouvent encore. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui est à la base de cette crise globale que nous vivons aujourd'hui en Haïti? Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Mais je veux citer au premier abord ce dépassement après lequel doit s'opérer le pays. Il paraît que l'Haïtien ne se montre pas encore prêt à transcender, c'est-à-dire pour mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de tout ce que l'on pourrait imaginer. L'Haïtien ne se sent pas jusqu'à présent capable à trouver un compromis pour gérer une crise. Et j'estime qu'au-delà de tout ce que je pourrais citer comme problème, comme ce qui n'a pas été fait, ça c'est primordial, le problème de dépassement, d'abnégation. On ne peut pas s'oublier
Et c'est là le grand problème. Ce qui n'a pas été fait, et je pourrais encore dire, c'est la responsabilité qui est impartie, pas seulement à chaque acteur, mais également à chaque citoyen. Parce qu'il n'est pas seulement incombé des responsabilités aux acteurs, il en est incombé également aux citoyens. Mais il faut retenir qu'un dirigeant a eu un mandat, il ne porte pas de responsabiliser la population, il doit appartenir d'abord aux dirigeants d'assumer amplement sa responsabilité. Mais on a comme remarqué qu'il y a une certaine fantaisie dans la gestion de l'État. Et on a comme l'impression que les dirigeants priorisent ce que nous appelons le matu-vu politique. Tout ce qui pourrait leur permettre de se faire voir, c'est ce qu'ils font. Tout ce qui pourrait assurer la primauté de leur personne, c'est ce qu'ils font. La visibilité, uniquement la propagande, c'est ce dont vous parlez. La propagande, voilà, la propagande. Maintenant, M. Jean-Baptiste, vous parlez du dépassement de responsabilité, s'il le faut, de leadership politique tout court. Mais aujourd'hui, est-ce que les citoyens eux-mêmes ne devraient pas penser autrement, mais aussi et surtout agir autrement? Aujourd'hui, nous reprenons le thème, le concept, c'est le faux. La crise est multiforme, crise de gouvernance, crise politique, crise institutionnelle. Et dans la réforme constitutionnelle dont on parle, il était question de revoir la structure, si vous voulez, parlementaire du pays. Il était question d'un parlement monocaméral, bicaméral, qui faisait encore débat. Et d'abord, vous savez, le Parlement est là pour contrôler et légiférer s'il le faut, etc. Est-ce que vous ne pensez pas, quelque part, cette institution, le pouvoir législatif, aurait quelque chose à voir là-dedans pour n'avoir pas, et s'il le faut, accompli sa mission convenablement, et que là encore, les citoyens, le peuple comme souverain en démocratie, dit-on, devrait avoir son mot à dire et repenser son avenir s'il le faut, s'il faudra choisir, agir, donc dans les prochaines élections. Le Parlement, c'est un grand problème. Et j'ai peur de dire le grand problème, mais le Parlement, c'est un grand problème. Et ce serait dommage que l'on pense à réformer cette Constitution par le biais d'un Parlement, par le biais du Parlement haïtien. Moi, j'aurais bien aimé que l'on réforme que l'on procède à cette réforme constitutionnelle en dehors du Parlement. Vous expliquez? Et parce que moi-même, j'ai vécu une situation que je ne suis pas heureux d'exposer. En 2011, quand je suis arrivé au Parlement, il a été question d'amender une constitution. Non seulement on a exigé que les parlementaires votent cet amendement sans que le document n'ait été acheminé précédemment aux parlementaires, c'est-à-dire dans moins de 24 heures, les parlementaires, au cours de la séance même, on a octroyé une copie de l'amendement à chaque parlementaire. Il n'y a pas eu d'examen, il n'y a pas eu d'analyse, il n'y a pas eu de cogitation au sein et autour du document. Et on a été contraint d'approuver. Non seulement, alors bien entendu moi-même, en ma qualité de député, j'ai gravi la tribune, j'ai pris la parole et la vidéo est en boucle sur les réseaux sociaux. J'ai demandé que l'on avote cet amendement, que l'on diffère cet amendement, parce que l'on n'était pas prêt pour ça. On a bien compris ma déclaration, on a applaudi ce que j'ai dit, mais c'était peut-être plus fort qu'eux. Ils ont quand même voté. Ils ont voté l'amendement. Non content de le voter, quelques heures après, ils l'ont falsifié.
Là, vous parlez de l'amendement de 2011, de mai 2011, lorsqu'il y a un sénateur qui avait signé, qui disait ah, mais non, ne pas se souvenir de ce qu'il a signé ou bien de ce sur quoi il a apposé sa signature. C'est ce dont vous nous parlez, M. Kingston Jean-Baptiste? Exactement. C'est de ça que je parle. Ils ont falsifié l'amendement et on se rappelle l'imbroglio politique à quoi nous avons été exposés lorsqu'il a été question de dire avec quelle constitution gouverne-t-on le pays? Est-ce que c'est avec la constitution amendée ou bien la constitution de 1000? On ne savait pas exactement. Là, est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Kingston Jean-Baptiste, que ceci représente l'arbre qui a caché ou qui cache encore la forêt? Parce que ça peut être orgueil. J'ai bien aimé cette question que j'ai posée au début. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui devrait être fait? Donc là, vous êtes en train de nous dire vraiment que le Parlement serait ou est vraiment le problème ou bien à la base de tout ce que le pays vit aujourd'hui, en partie quand même pour bémoliser et peut-être nuancer ce que nous disons et ce dont nous parlons. Alors, je dois dire aussi que le problème, c'est-à-dire, le problème n'est pas seulement imputé au Parlement. Vous savez, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a l'exécutif, le judiciaire, mais aussi il y a le législatif aussi. L'instant que nous parlons du Parlement, et le problème qui se pose avec le Parlement, c'est que le parlementaire ne se croit pas encore parlementaire, même lorsqu'il est au sein du Parlement. C'est-à-dire, on a comme l'impression que c'est son instinct qui le guide, qui le gouverne, qui le dirige. C'est son instinct. C'est un message qu'il doit attendre du téléphone. C'est une communication qui doit déterminer ce qu'il va faire. Monsieur Kingston Jean-Baptiste, vous êtes en train de nous confirmer que certains des parlementaires ont été tout simplement des marionnettes. Oui, mais il faut retenir aussi qu'il y en a qui ont pleinement assumé leurs responsabilités, qui ont fait, je dirais, œuvre qui vaille. Mais ma plus grande déception, c'est la fantaisie au niveau du Parlement. La fantaisie dans l'amendement de la Constitution, la fantaisie en ce sens que le parlementaire ne veut pas perdre dans la Constitution les intérêts qui sont attribués au Parlement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne serait pas bon que nous ayons une réforme constitutionnelle avec le Parlement. Il faudrait que ce soit par un référendum. Mais le plus grand scandale dans le cadre de ce qui n'a pas été fait, c'est que il n'y a pas un moyen de punir un parlementaire lorsqu'il contrevient aux principes qui régissent le fonctionnement du Parlement. Par exemple, évidemment certains ne seront pas contents de l'entendre, mais beaucoup de fois, lorsqu'il est question de séance au Parlement, nos chers collègues restent à la question pour regarder Calcio. Ils regardent Calcio. On sonne la cloche pour qu'ils entrent en séance. Ils s'y refusent. Ils restent en Calcio. À 4 heures, lorsqu'ils commencent à prendre des dispositions pour se rendre à la séance, il est déjà trop tard. Les autres veulent laisser rentrer chez eux et ainsi les séances ne tiennent pas. C'est dommage lorsque nous parlons d'un pays qui est confronté à tous ces problèmes. Et c'est presque comme ça, toutes les semaines. Moi-même, à mon arrivée au Parlement, j'ai remarqué que, alors j'ai lu attentivement le livret qui m'a été octroyé. Les règlements intérieurs. Il a été écrit que les séances se tiennent à 11 heures. J'ai toujours été au Parlement à 10h30. Et il n'y a pas une séance jusqu'à ce que quelqu'un soit venu me dire « Ah mais mon cher, mais tu ne comprends rien dans la situation. Les séances, c'est à 4 heures. Mais c'est pas ça que j'ai vu dans le livret. C'est à 11 heures. » Ils m'ont répondu « Mais ça, c'est le livret. Mais la réalité, c'est que c'est à 4 heures. » Mais même à 4 heures, il n'y a pas de séance. Vous imaginez des Augustes, on s'est déplacé, on se rend au Parlement à 10h, 10h30, on attend 11h jusqu'à 3h, pas de séance. Et c'est à 3h30, 3h45 qu'on voit venir les voitures. Les parlementaires arrivent. Et lorsqu'ils arrivent,
sous votre foi. C'est pour se rendre à la cassure, pour regarder Calcio. Un match de football, tout simplement. Un match de football. Est-ce que là, vous êtes en train de nous dire que la majeure partie de ces parlementaires-là, et peut-être de législature en législature, ont été très inutiles à la République, M. Jean-Baptiste? Vraiment très inutiles. Au point qu'on dit en Haïti, un parlement, pourquoi faire? Ce n'est pas que je ne sache pas l'importance d'un parlement dans le cadre du fonctionnement d'un pays. Mais lorsque nous avons ce que nous avons eu, il y a lieu de se poser la question, un parlement, pourquoi faire? C'est pour cette raison-là que j'estime que la problématique d'un parlement bicaméral qui a été posée était venue à point nommé. Pourquoi faut-il que l'on ait deux branches du Parlement dans le cadre de la réforme constitutionnelle? Alors qu'elle se révèle à plusieurs reprises inutile. Inutile, vraiment inutile. Je sais que plusieurs de ses collègues qui sont à l'écoute de cette émission ne seront pas contents avec ce que je dis, mais c'est une réalité. Il faut la mettre sur la table et pouvoir la toucher du doigt en vue d'y trouver des palliatifs. La vérité dit on blesse, M. Queston Jean-Baptiste. Maintenant, compte tenu de vos expériences, vous nous partagez, si vous voulez, votre avis, votre opinion sur le Parlement, comme nous l'avons dit, qui serait ou qui est l'un des problèmes, ou bien qui fait partie des problèmes du pays. Aujourd'hui, nous écoutons. Ok, si vous permettez, des Augustes, j'ai eu un projet, c'est-à-dire j'ai eu une loi portant sur les sports et contenant 111 titres et 13 chapitres, 21 chapitres et 111 titres, une loi portant sur le sport, sur les sports en général. Vous savez pourquoi est-ce que ce texte a pris du temps pour être voté? Parce que mes chers collègues estimaient que le texte était trop volumineux. Cela allait nécessiter trop de temps. Pour lire. Pour lire, non seulement pour lire, mais pour pouvoir voter. Le texte était disponible depuis 2012. Nous avons travaillé lunettes aux yeux, stylo à la main. J'ai consulté des techniciens. J'ai vu aussi un homme, un ancien sénateur, c'est-à-dire un homme, c'était un ancien spécialiste de sport à Port-au-Prince, l'instant présent sénateur de l'Ouest, à qui j'ai présenté ma proposition de loi. Cet homme l'a vu, c'était à Radio Ibo, cet homme l'a vu, il m'a félicité. Mais savez-vous la grande déception que j'ai? C'est qu'arrivé au Parlement, cet homme s'est foutu de ma proposition de loi, de cette proposition de loi que l'on a votée à la Chambre des députés. Non seulement il s'en est foutu, mais il s'en est aussi inspiré pour proposer sa propre proposition de loi au Sénat. Inspiré, tricherie, de quoi devrait-on parler là? C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Est-ce qu'on vous donne, si vous voulez, le crédit? C'est la malhonnêteté intellectuelle. Il s'est inspiré de cette proposition de loi pour laquelle il m'a d'ailleurs félicité le soir où je la lui ai apportée à Radio Ibo. Maintenant, sénateur, alors lorsque j'ai appris que cet homme a gagné les élections et qu'il est sénateur, qu'il est donc sénateur, je me suis dit, bon, cette proposition de cette loi qui pourrit dans les tiroirs du Sénat va enfin être votée. Et pourtant, la montagne a accouché d'une souris. Inspiré et a proposé et a présenté sa propre proposition de loi. Monsieur Queston Jean-Baptiste, nous aimerions faire, si vous voulez, une petite rétrospection, ou bien juste de petites rétrospectives sur la première tranche de l'émission. C'est que vous nous confirmez que beaucoup de ces parlementaires de législature en législature, s'il le faut, se sont comportés en marionnettes. Donc, compte tenu du fait qu'ils doivent attendre un appel, quelqu'un qui leur dit quoi faire, qui leur dicte leur comportement et qui ou quoi voter, pour qui ou pourquoi. Et vous nous avez confirmé aussi que les parlementaires, peut-être de législature en législature,
pour beaucoup d'entre eux, ont été inutiles. Donc, ce qui a rendu l'institution, et si vous voulez, le pouvoir législatif au cours de ces périodes-là, inutile aussi à travers le pays. Et vous nous parlez de la malhonnêteté au sein du Parlement, ce qui pourrait faire comprendre qu'un potentiel, lors d'un potentiel amendement, lors d'une potentielle réforme, l'élimination du Parlement ne serait pas du tout peut-être dans une constitution en gestation. C'est-à-dire amputer le Parlement d'une branche? Pourquoi pas son élimination? Non, mais je suis d'avis. D'une branche ou Je suis son d'avis élimination? que le Parlement soit amputé d'une branche. À moins qu'un Parlement bicaméral tienne compte de sa responsabilité, parce qu'il y a trop de va-et-vient, il y a trop de marchandage, et il y a trop de chantage, je dirais, dans le cadre du vote d'une loi au Parlement. Lorsque ça sort de la Chambre des députés pour aller au Sénat, il y a tant de chantage au sein de la Chambre des députés. Il y en a au sein du Sénat. Qu'il saurait ne pas en avoir au sein du Sénat, parce que le Sénat va dire, mais voici ce que l'on a fait pour la Chambre des députés dans le cadre des chantages. Il faut que l'on en fasse aussi pour le Sénat et vice-versa. C'est-à-dire pour la Chambre des députés, c'est pareil. Maintenant, un Parlement bicaméral, un Parlement monocaméral profiterait beaucoup au pays aussi. Avec dans beaucoup le cadre plus, du coût. Avec beaucoup plus d'exigences. Dans un pays aux conditions économiques très infimes, j'estime qu'il serait judicieux que nous ayons un Parlement monocaméral. Ça, c'est mon point de vue. Avec, j'allais dire, peut-être pour prendre la pause, observer la pause, M. Jean-Baptiste, j'allais dire aussi avec beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus de balises, que ce soit sur la question de l'immunité parlementaire, sur la question de présence, peut-être pour contraindre les potentiels absentéistes à respecter leurs devoirs, à accomplir également leur mission. On va observer la pause, M. Queston Jean-Baptiste, et au retour, on parlera sécurité, on parlera crise gouvernementale, mais crise de la gouvernance ou crise politique tout court. On prendra votre avis comme ancien député de Cap-Haïtien, mais aussi et surtout leader dans la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis. On verra également peut-être le regard de la diaspora haïtienne évoluant aux États-Unis, donc sur ce qui se fait aujourd'hui en Haïti. On verra ces petits points avec vous après la pause, Monsieur Queston Jean-Baptiste, et merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole et à la rubrique Le Point de manière spécifique. Et merci, à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Oui, bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, et bon retour si vous étiez des nôtres, et bienvenue si vous nous rejoignez à peine. Merci encore une fois de votre disponibilité, merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire pendant toute cette décennie. Et aujourd'hui, à la rubrique Le Point, madame, monsieur, nous recevons Queston Jean-Baptiste, ancien député du Cap-Haïtien, donc leader dans la communauté, au sein de la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis. Donc avec lui, nous parlons sécurité, nous parlons crise sociopolitique, nous parlons crise et de la gouvernance de manière globale, s'il le faut. Mais au cours de la seconde tranche, nous verrons son opinion là-dessus, donc comme leader au sein de la communauté haïtienne évoluant donc aux États-Unis. Rebonjour, rebonsoir, Monsieur Queston Jean-Baptiste. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Salut les autres, une fois de plus. Le président est assassiné le 7 juillet dernier. Leader politique que vous êtes, ancien député, et leader au sein de la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis. Donc depuis son assassinat, les choses ont empiré, la situation va de mal en pis. La crise sécuritaire, si vous voulez, empire. Donc aujourd'hui, c'est dommage de le dire comme ça en Haïti, il est dit la vie d'une personne, la durée d'une personne, de la vie d'une personne est très questionnable pour ne pas mettre un chiffre sur la durée, parce qu'on peut se faire enlever, on peut se faire assassiner par n'importe qui et pour n'importe quoi. Comment vous vivez cela? Comment vous voyez cette situation, M. Queston Jean-Baptiste? J'ai appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse, mais je la vis avec beaucoup de déception. Avec beaucoup de tristesse,
le président a été crapuleusement assassiné et c'était fait dans le cadre de l'intolérance qui prévaut à l'échelle nationale et c'est ça qui a su caractériser notre vie politique depuis belle lurette. Et c'était dommage. On aurait pu résoudre les problèmes dans le compromis, dans le dépassement, ce que l'on n'a pas pu faire. Que de belles occasions n'avons-nous pas déjà perdues dans le cadre de notre refus de trouver un compromis, de transcender. Une grande déception en ce sens que ceux qui conduisent l'enquête, ils ont quelque peu manqué à leur mission. Parce que je n'arrive pas encore à comprendre pourquoi un homme comme celui qui était ministre de l'Intérieur n'a pas été questionné, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le directeur général de la police d'alors n'a pas été questionné. Je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi le Premier ministre de l'époque n'a pas été questionné. Vous savez pourquoi? C'est parce que le ministre de la Justice aussi, c'est parce qu'il constitue à eux seuls un pouvoir. Il constitue le Conseil supérieur du pouvoir et de la police nationale. Ils assurent la sécurité nationale. Ils passent des consignes. Un président a été crapuleusement assassiné en son domicile. Ces hommes-là n'ont pas été questionnés. C'était pour moi une grande déception. Une grande déception lorsque je me rappelle le dit ministre de l'Intérieur est monté au créneau avant l'obtention de ce poste pour se livrer à une certaine opération de charme, pour instiller à l'attention de tout Haïtien, mais aussi du président de la République, qu'il est capable de sécuriser le pays. On se souvient des prestations qu'il a faites sur diverses stations de radio de la capitale. Le message de celui qui allait devenir ministre de l'Intérieur tournait en boucle sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il est devenu ministre de l'Intérieur, on a failli, pendant la durée, la jouissance de cette mission qui lui a été donnée, on a donc failli assassiner un ministre de la Justice à Jacmel. Ce ministre de l'Intérieur qui a charmé la population, mais le président aussi, ce qui lui a donc valu le poste qu'il a occupé, ministre de l'Intérieur. Le dit ministre de l'Intérieur était bien présent à ce poste lorsqu'on a assassiné le président. Et le ministre de l'Intérieur s'en est allé, personne. Vous avez l'impression de ce fait, M. Kinston-Jean-Baptiste, qu'en Haïti, les responsables ne sont pas responsabilisés dans cette autologique, ce que nous disons. Et d'une part, mais de l'autre, on devrait présenter de grands exemples, de vrais exemples à la nation pour faire sentir qu'il y a une volonté d'agir, une volonté de faire. Non, là, nous parlons de la justice. D'une part, c'est peut-être pour revenir à cette déclaration faite par Pierre Corneille pour dire que les exemples vivants sont de notre pouvoir, peut-être. Non, mais peut-être se le dit-on. Alors, on est bien obligé de se le dire. Les exemples vivants sont de notre pouvoir. Mais de quel pouvoir? De quel pouvoir? Justement dans le cadre de ce dont nous parlons. L'exemple, ça tient du ministère de l'Intérieur, ça tient du ministère de la Justice, ça tient de la primature. C'est à ces structures-là qu'il est donné d'assurer la sécurité. Et le ministre duquel je parle,
C'est quelqu'un qui a garanti, qui a donné la garantie qu'il peut sécuriser le pays. Et depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, la situation va de mal en pis en Haïti, M. Jean-Baptiste. Aujourd'hui, on est tous pris en otage. La société est prise en otage, vous savez. On est pris en otage. Et malheureusement, il y a une chose que l'on n'a pas comprise. On est en train de déplacer les gens, comme des pions, pour donner l'impression que c'est telle personne qui a été le problème. Et maintenant que la personne serait déplacée, le problème va être résolu. Moi, je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas entendu de cette oreille, je ne l'ai pas vu de ses yeux. Cela est si vrai que Jovenel Moïse n'est plus là, la situation va de mal en pis. C'est de même pour Léon Charles. Il n'est pas là. Et j'ai presque la certitude que c'est après Léon Charles qu'on a kidnappé les 17 missionnaires et que ce qui se fait à Cap-Haïtien, à Milo se fait, et la situation s'aggrave dans la capitale. On est loin de résoudre le problème. Savez-vous pourquoi? C'est parce que nous ne comprenons pas encore. Nous ne comprenons pas encore. Nous devons nous dépasser. Nous devons mettre ce pays au-dessus de nos intérêts. Aujourd'hui, il y a des gangs armés qui tiennent le même discours avec des leaders politiques. Lorsque le gang dit il faut que telle personne du pouvoir parte, cela fait écho de la bouche d'un leader politique, qu'il s'agisse d'un président de Sénat, qu'il s'agisse de membres de partis politiques, etc. La nuance est paradoxale qu'on aimerait bien apporter là-dessus. C'est le gang qu'on suit, ce n'est pas le leader qu'on suit. Alors j'allais dire, monsieur Jean-Baptiste, c'est que le pire dans tout cela, une nuance, mais le pire quand même, lorsque le chef de gang parle, donc sa parole engendre l'action. Donc, sa parole devient effective. Donc, mais lorsque le leader ou certains leaders politiques du pays parlent, on dirait qu'ils prêchent dans le désert. Rien, pour la plupart d'entre eux, de ce qu'ils disent n'arrive à engendrer l'action. C'est ça peut-être la plus grande nuance qui devient le pire dans tout cela. Et vous venez de parler des 17 missionnaires, donc enlevés à Gantier par le puissant gang, les 400 Marozo, donc il y a plus d'une vingtaine de jours, en tout cas, désormais. Comment la communauté haïtienne évolue aux États-Unis, voit tout cela? Les débats, les commentaires, qu'est-ce qu'on se dit? C'en est fini, on arrive à toucher le fond, le plafond, donc on ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on se dit là-bas? Comment on vit peut-être cette autre réalité au fond de son cœur, donc cette autre Haïti au fond de son âme? Rien n'est plus terrible, des Augustes, que d'assister à une situation sans pouvoir agir pour résorber la crise qu'engendre cette situation. Et c'est ce que vit cette communauté, la communauté haïtienne, où qu'elle puisse être, et particulièrement aux États-Unis. Des gens qui voudraient bien retourner en Haïti, mais qui sont comme... qui se sont exposés à un éventuel kidnapping, qui se sont exposés à des attaques. Ils sont obligés de prendre le recul. Des gens, j'ai eu l'opportunité de parler à un ami, à un entrepreneur haïtien qui a investi en République dominicaine. Il me dit toute sa douleur de pouvoir voyager à chaque instant pour aller renforcer son investissement en République dominicaine, ce qu'il aurait pu faire en Haïti. Cela donnerait beaucoup plus d'emplois. Cela faciliterait une sorte d'apaisement social. Et il n'est pas le seul, je suppose, car ils sont beaucoup ceux qui se rendent en République dominicaine, pas seulement pour se régaler, ils s'y sont allés aussi pour investir. Et juste pour vivre, voilà, comme le dit l'artiste. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais c'est dommage que nous vivions cette histoire, mais c'est aussi dommage que nous ne soyons pas encore capables. Car il faut le dire, nous ne sommes pas encore capables, nous ne sommes pas capables des Augustes.
Nous ne sommes pas capables. Peut-être que ça peut choquer les téléspectateurs, mais c'est une évidence. Nous ne sommes pas capables de diriger ce pays. Je ne sais pas si nous allons construire cette capacité, mais nous ne sommes pas encore capables de... Nous avons assassiné la confiance dans ce pays. C'est pourquoi le discours de l'homme politique ne vaut rien. On ne l'entend pas lorsqu'il parle. On ne le prend pas au sérieux. Parce que nous avons assassiné la confiance. Mais c'est lui qui a d'abord assassiné cette confiance. La population n'a plus confiance en personne. Aucune voix n'a autorité de convocation. Personne ne peut se prévaloir d'être populaire dans ce pays. Que peut valoir une popularité, la popularité d'un homme, si cet homme ne peut même pas convaincre ceux qui l'écoutent? Si l'on ne peut pas convaincre les gens avec lesquels nous communiquons, nous ne pouvons pas parler de popularité. Ni de leadership non plus, parce que nous ne pouvons pas parler de leadership. De communication et de qui confiance. sont nos leaders? À quoi sert ce leadership? Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de refonder le pays, la première chose qu'il nous soit donné de faire, c'est de réformer notre mentalité. C'est d'assumer amplement notre responsabilité. C'est de prendre le pays au sérieux. C'est nous lever à la hauteur de la tâche qui nous est incombée. Monsieur pour Jean-Baptiste. Pouvoir délivrer la marchandise. Monsieur Queston Jean-Baptiste, alors vous savez qu'aujourd'hui il y a cette guerre d'accords et de désaccords, en tout cas pour faire le jeu, guerre désaccords. Il y a la primature qui a un accord signé par plusieurs partis, structures, personnalités sociopolitiques. Il y a une autre structure qu'on appelle, je vous donne la nouvelle, la commission donc, de recherche pour une solution haïtienne dans la crise qui, elle aussi, a un accord signé par plusieurs centaines de partis, de leaders, personnalités politiques. Et au milieu de ces deux accords, il y a plusieurs autres accords, ce qui crée beaucoup plus de désaccords. On parle de crise de gouvernance, mais aussi et surtout crise de gouvernement, crise gouvernementale. Et vous-même, donc, comment vous voyez cette situation? Qu'est-ce qui devrait se faire? Un Premier ministre qui fait appel aux autres membres de la société, tenant des accords pour former, pour réfléchir, construire un accord inclusif. La communauté internationale aussi qui fait des propositions, notamment les différents émissaires qui sont arrivés en Haïti. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui devrait se faire au sein de tous ces désaccords, tous ces accords, à côté de ces accords, avec un gouvernement qui peut-être se trouve dans l'impasse, de diriger le pays, et s'il le faut même de créer la confiance, donner le strict minimum, vraiment le strict minimum. Les Augustes, il est de bonne guerre que l'on soit à la recherche d'un accord pour faire sortir le pays de ce marasme économique. Il est de bonne guerre. Mais le problème, et je dis hélas, c'est que l'homme politique haïtien est toujours comme un Diogène avec une lanterne à la main à la recherche d'un accord, je dirais, un éternel accord. Lors même qu'un accord aurait été trouvé il y a une semaine, 2 semaines ne passeront sans que nous n'ayons besoin d'un autre accord. C'est-à-dire, l'accord que nous prétendons trouver ne sera plus accord dans une semaine. Nous allons retourner à la première étape, à l'état de crise que nous avons été. Et c'est ce qui attriste. Nous avons toujours des accords de transition, peut-être. Nous avons toujours des accords de transition. Qu'il s'agisse d'une élection qui a eu lieu, qu'il s'agisse d'un accord qui aurait été trouvé, nous trouvons toujours un prétexte, des alibis, une explication à donner pour avoir un malentendu
parce que nous savons que c'est par le truchement de ce malentendu que nous accéderons aux avenues du pouvoir. Qu'est-ce qui devrait se faire aujourd'hui, d'après vous? L'accord, pourquoi? C'est pour que l'on accède au pouvoir. Qu'est-ce qui devrait se faire Ah, aujourd'hui, mon d'après cher, vous? ça fait déjà 1 mois, 2 mois que tu es en train de te jouir du pouvoir. Il faut que tu te mettes de côté pour que moi-même je prenne ta place. C'est l'expression que je m'y mette. voilà, que je m'y mette. Maintenant, qu'est-ce qui devrait se faire aujourd'hui, d'après vous, M. Jean-Baptiste, en résumé? En effet, il faut un accord. Il faut que l'on se mette ensemble pour trouver un accord. Mais lorsque l'on trouve cet accord, il faut qu'on y reste. Il faut qu'on y reste. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit la communauté internationale qui dise « Bon, cet accord, c'est plausible, et j'accepte, j'approuve. Nous avons un pays, nous prenons des décisions pour la bonne marche de notre pays. Que la communauté internationale soit contente ou mécontente, tant pis, nous autres, c'est notre accord. Nous avançons dans le sens de l'intérêt de notre pays. » Il a dit qui finance commande. Qui finance commande. Et je ne dis pas que nous allions prendre distance avec la communauté internationale, parce que de toute manière, nous faisons partie des Nations Unies. Il n'est pas honteux que l'on vienne nous aider. On peut toujours nous aider. D'ailleurs, nous ne nous révélons pas capables de diriger ce pays. Le constat est clair. On peut toujours venir nous aider. Alors, il a dit mais il y a que nous avons aidé. On ne vient pas nous dicter. On ne vient pas nous dicter. On ne doit pas venir nous dicter les décisions que nous sommes appelés à prendre. Voilà pourquoi j'ai été... Vous savez, moi j'ai été scandalisé. C'est pourquoi je n'aurais vraiment pas aimé qu'un homme comme le sénateur Joseph Lambert soit président d'Haïti. Ah bon? Je suis désolé de pouvoir citer son nom, pour avoir eu l'opportunité d'écouter à la radio une communication, je dirais, inappropriée qu'il a faite. Parce que nous parlons de notre pays, je suis très jaloux de mon pays. L'homme qui disait, je reconnais la compétence de sénateur Lambert, je reconnais aussi son expérience, mais la déclaration inappropriée qu'il a faite lorsqu'il a dit que les États-Unis l'ont félicité, ça fait longtemps que vous travaillez pour nous. Comment comprendre un homme, sénateur de la République, ça lui fait pas un seul mandat, avouer sur les ondes que les États-Unis le félicitent parce qu'il travaille depuis longtemps pour les États-Unis et non pour Haïti? Peut-être a-t-il mis uniquement la vérité, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Jean-Baptiste. Et maintenant, il veut être président de mon pays? Sans peut-être prendre le contre-pied de ce que vous êtes en train de dire, de l'expression de votre position. Donc peut-être a-t-il dit tout haut, très haut, ce que les autres ont vécu tout bas et ce que les autres ne diront peut-être jamais. En tout cas, lui, il l'a dit. C'est sa déclaration qu'on a écoutée. C'est dommage. C'est dommage, c'est regrettable aussi. Un homme de la trempe de sénateur Lambert n'aurait pas pu tenir, ne devrait pas tenir une déclaration de cette portée. On est Je ne dis pas que on peut toujours travailler avec les autres pays dans le cadre d'une diplomatie visant à promouvoir Haïti, mais pas question que l'on travaille pour tel pays. Pas question que l'on travaille pour tel pays dans son état de sénateur, de président, etc. Non, évidemment, le sénateur Lambert peut être toujours partie prenante, ça peut toujours faire partie. Et il peut être autour de la table, car c'est un grand politique. Je l'accepte, c'est un grand politique. Il a beaucoup d'expérience, mais le sénateur Lambert doit mettre de côté cette idée de devenir président d'Haïti. Je crois qu'il est passé à côté de cette opportunité pour avoir tenu une telle déclaration. Maintenant, M. Jean-Baptiste, pour finir, nous attendons de vous peut-être votre opinion sur 2 points. D'abord, la crise sécuritaire, ou la sécurité ou l'insécurité tient la vie en otage en Haïti, mais on parle élections quand même. D'après vous, qu'est-ce qu'on devrait placer avant? Les élections, la sécurité du pays
Donc, on attend d'abord votre opinion là-dessus et ensuite, vous nous dites ce qui, selon vous, selon vos expériences, ce qui devrait se faire pour au moins trouver un modus operandi, mais permettre au moins aux citoyens de pouvoir marcher librement. La liberté, c'est le plus grand bien, la plus grande richesse d'une personne. On la perd en Haïti aujourd'hui. Je me dis, pourquoi est-ce que l'on ne procède pas aux élections en Haïti, en dépit de ce problème d'insécurité auquel nous sommes confrontés? Mais il est clair aussi que ce problème se pose surtout à Port-au-Prince. Je ne dis pas qu'à travers le pays, il n'y ait pas un problème de sécurité. Mais à Port-au-Prince, c'est pire. Eh bien, si c'est pire à Port-au-Prince et que l'on ne résolve pas encore Et si c'est pire à Port-au-Prince et que l'on ne résolve pas encore le problème, que l'on tienne les élections ailleurs et dans les autres départements. Les élections dans les autres départements, et puis à Port-au-Prince, on va mobiliser les ressources pour que ça puisse se tenir à Port-au-Prince après. On procède aux élections sénatoriales et aux élections législatives et municipales à travers le pays. Après, on viendra sur Port-au-Prince. Car il faut qu'il y ait les élections en Haïti. Il faut qu'il y ait les élections en Haïti parce que cette affaire d'insécurité peut être aussi un prétexte. Car il y a des leaders, ou bien des soi-disant leaders qui ne sont pas leaders, qui ne sont plus populaires, qui n'ont aucune base populaire. Ils ont peur d'aller aux élections. Populaire. Ils n'iront pas aux élections pour vous, parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront pas. L'insécurité profite à ces derniers. Entre-temps, ils construisent leur force. Ils se renforcent donc. Vous savez... On va mettre fin, M. Jean-Baptiste. Je pense que la réflexion... Oui, mais je m'en voudrais... si vous me permettez des autres... Rapidement, M. Jean-Baptiste. Je m'en voudrais de ne pas dire que lorsque nous posons tous ces problèmes, lorsque je pose tous ces problèmes, je dois aussi présenter un palliatif. Rapidement. Puisque je me suis adressé pendant longtemps aux leaders politiques, je dis ceci. Moi-même, à la fin de mon mandat, j'ai cherché à trouver une certaine stabilité. J'ai cherché à travailler. Les leaders politiques se mettent toujours à l'esprit que leur source de revenus doit être à la politique. Et pour ce faire, ils obstruent les routes, ils empêchent le passage, ils manipulent les vulnérables. Vous nous parlez du pays, là. Pour les rendre violents. Et c'est ça qui nous donne ce que nous avons aujourd'hui. Parce qu'ils veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Ils restent attachés au pouvoir. Car ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'être forts financièrement. Je dis à ces leaders politiques de rester au travail, de travailler. Ce n'est pas seulement la politique qui est source de revenus. Moi-même, j'ai accepté d'être un agent de sécurité aux États-Unis que d'aller bloquer mon pays à travers les rues, que d'aller promouvoir des manifestations inutiles pour renverser un chef d'État démocratiquement élu, pour le contraindre à négocier un poste avec moi. J'ai accepté de travailler comme agent de sécurité aux États-Unis et j'en suis fier. Je soutiens ma famille, je me soutiens moi-même, je soutiens aussi mes amis. Je me sens libre, je me sens à l'aise, je suis heureux. Je dis à ces leaders politiques que ce n'est pas seulement la politique qui est source de revenus. Il y en a qui sont avocats. Moi, j'ai mon diplôme en droit. Évidemment, je n'ai pas encore fait la soutenance de mon mémoire. J'aurais pu le faire. Merci, M. Jean-Baptiste. On va mettre fin. Donc, le message ici quoi? Il appartient aux hommes politiques de savoir que la politique, c'est quelque chose qui passe. C'est éphémère. Ce n'est pas un emploi,
c'est juste une fonction que vous avez pour servir le pays. La fonction, une fois terminée, retournez à vos bureaux, retournez dans les champs de canne, retournez dans les champs de maïs, retournez dans vos travaux pour pouvoir être utile à vous-même, à vos proches, et puis laissez-nous en paix avec le pays pour qu'il y ait sécurité, pour qu'il y ait stabilité. Merci beaucoup, Monsieur Queston Jean-Baptiste, de votre disponibilité. Ancien député de la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, leader au sein de la communauté haïtienne évoluant aux États-Unis et homme politique. Vous faites encore de la politique peut-être. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole. Merci à vous, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette rubrique spéciale comme toutes les autres. Donc, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire pendant toutes ces années. Merci. Encore une fois, je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.